Pour la petite présentation aujourd'hui sur le WebEx, aujourd'hui nous allons nous concentrer sur la partie cloud networking et notamment l'offre cloud networking de Cisco qui est l'offre tout simplement Meraki. L'idée de la présentation, c'est un petit peu de vous présenter l'offre Meraki, de vous montrer pourquoi elle a été créée, comment elle a été créée surtout, et de pouvoir du coup faire un premier aperçu sur le produit. Un petit peu d'histoire avant de commencer. Meraki a été créé donc en 2006 ils ont commencé tout simplement avec des produits wireless, donc les fameux MR de chez Meraki. Ils ont ensuite, en 2010, créé la plateforme MX. D'accord? Les MX, c'est ni plus ni moins que la solution de firewalling de chez Meraki. En 2010 également, ils ont créé la gamme de switching. En 2012, Cisco a racheté Meraki parce que du coup, ils ont vu que la vision du produit était bonne. Et du coup, Cisco a investi plusieurs millions d'euros dans la société. Et après, le développement de Meraki s'est un petit peu accéléré. En 2014, ils ont sorti leur premier software, donc qui est la partie SM, System Manager, qui est ni plus ni moins que un MDM, donc un Mobile Device Management, qui va permettre de gérer des terminaux, des endpoints directement sur le réseau, avoir de la vision directement sur le endpoint au niveau du réseau. En 2016, ils ont créé les produits Visio, donc en termes d'équipement de vidéosurveillance plutôt, à ce niveau-là. Et du coup, en 2017, les derniers produits qu'ils ont créés, c'est le Meraki Insight qui va permettre de donner de la visibilité sur le réseau et hors du réseau. L'idée générale de Meraki, c'est que le management soit simple, qui est qu'une seule plateforme de management pour l'ensemble des clients qu'on adresse, une seule plateforme de management pour tout son parc, etc. Avoir quelque chose de simple, efficace et fonctionnel. Voilà les leitmotivs, en tout cas, du développement de Meraki. Et vous l'aurez compris, du coup, toute la partie management va se faire au travers de la plateforme qui est dans le cloud, uniquement dans le cloud. Pour avoir quelques chiffres au niveau de Meraki, donc aujourd'hui Meraki c'est un peu plus de 350 000 end-users, donc enfin, end-users, end-customers on va dire. On va avoir plus de 4,5 milliards de produits connectés, 4,5 millions, pardon, de produits connectés gérés par la plateforme Meraki et 23 millions d'API appelés chaque jour. Donc ça veut dire qu'on va avoir des intégrations par des équipements tiers on peut imaginer beaucoup de choses qui vont faire appel à la plateforme Meraki et ça représente à peu près 23 millions par jour. On a vu avec le portfolio tout à l'heure que au final Meraki couvre à peu près tous les aspects du réseau. On va avoir du wireless, on va avoir du switching, on va avoir de la sécurité. On va avoir même des équipements qui vont gérer des endpoints directement pour pouvoir remonter de la visibilité à ce niveau-là. On va avoir une expérience sur la partie WAN qui va être globale avec notamment la partie SD-WAN qu'on abordera un tout petit peu tout à l'heure aussi. Et du coup, en plus, on va pouvoir faire un petit peu de caméra de sécurité. En termes d'architecture, ce qu'il faut retenir de ça, c'est que chaque équipement Meraki va monter un lien de management au travers du cloud sur sa plateforme. Ce lien de management va concentrer toute la connexion, on va dire, toute l'intelligence de management qui va s'opérer entre le cloud et l'équipement. Ce lien représente à peu près 3-4 kilos par seconde en termes de débit. Donc là, du coup, même pour une simple ADSL, vous pouvez mettre plusieurs dizaines d'équipements sans aucun problème, sans crainte de saturer le réseau complètement. Et à travers ce lien de management, passera à ce niveau-là.
C'est-à-dire que la configuration passera à ce niveau-là, les mises à jour des produits passera dans ce lien-là, et du coup, les équipements remonteront de l'information pour de la visibilité au dashboard par ce lien-là également. Les quatre bénéfices du cloud, de la solution, c'est déjà premièrement que la solution elle est scalable. C'est-à-dire que techniquement, vous pouvez déployer un end customer qui a 2-3 bornes normalement, comme vous pouvez déployer un end customer qui va être en multisite à travers le monde avec 300 équipements sur chaque site. Il n'y a vraiment aucune limite aujourd'hui sur la plateforme Meraki à ce niveau-là. Elle va être gérée de façon en haute dispo. Aujourd'hui, en Europe, nous avons 4 data centers qui sont répliqués. Et du coup, quand vous êtes sur la plaque européenne, quand vous créez votre compte, vous décidez que votre compte sera rattaché à la plaque européenne. Toutes les datas de management seront gérées sur cette plaque européenne, sur ces 3 data centers-là en réplication, et vos datas n'iront pas ailleurs. Pour des questions de sécurité, pour des questions de GDPR, etc. En parlant de sécurité, les data centers sont des data centers tier 3, qui sont redondés, je viens de le dire, qui vont avoir toutes les certifications, on va dire, traditionnelles à ce niveau-là. Si vos clients, par exemple, ont un problème, entre guillemets, avec le cloud, etc., vous avez un petit lien qui s'appelle meraki.cisco.com/trust, qui explique toute la démarche de Meraki, toute la démarche sécuritaire que Meraki apporte autour de ça. Profitez-en en plus, du coup, il y a normalement une PDF qui présente tout ça en français. C'est assez rare pour le souligner, pour le coup. Et le quatrième élément, c'est à l'épreuve du futur. L'idée de ça, c'est que les équipements vont évoluer. Continuellement, Meraki va rajouter des fonctionnalités par le biais de mise à jour firmware. Et qu'aujourd'hui, un équipement qui a 10 ans va pouvoir faire, par exemple, des fonctionnalités qu'il ne faisait pas il y a 10 ans. Quand Meraki a créé les bornes Wi-Fi, ils ont été rachetés par Cisco. Ils ont intégré les fonctionnalités de Cisco CMX, qui est une plateforme de géolocalisation qui n'existait pas historiquement. Les premières bornes que Meraki a développées maintenant peuvent permettre de faire de la géolocalisation, etc. Ce sont forcément des fonctionnalités qui sont uniquement software, on est d'accord. Un produit qui est 802.11n ne fera pas du AC demain parce que là, du coup, c'est une problématique matérielle, mais toutes les innovations software sont portées sur les équipements historiquement. Un petit aparté sur la partie management. Aujourd'hui, quand vous créez un client sur du Meraki, vous créez ce qu'on appelle une organisation. Cette organisation-là va porter l'intégralité des licences et du matériel. Au sein de cette organisation, vous pourrez finir des réseaux. Si par exemple le client est multisite, vous pouvez créer un réseau site A, un réseau site B, un réseau site C, et du coup avoir des configurations qui vont être différentes au niveau des sites. Vous pourriez imaginer également d'avoir un seul site, un seul et même site, et à partager cette configuration sur tous les sites également. Voilà. Il y a plusieurs architectures qu'on va pouvoir créer grâce à Meraki à ce niveau-là. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on prend un produit Meraki, vous achetez le produit, vous allez être livré de ce produit. Quand vous connectez le produit sur le réseau, la première chose qu'il va faire, une fois qu'il aura récupéré son adresse IP, un accès à Internet, il va aller s'identifier sur le cloud Meraki avec son adresse, son numéro de série. Ce numéro de série est rattaché à une organisation qui est lui-même rattaché à un réseau derrière. À ce moment-là, si le réseau a été construit, a été configuré, l'équipement récupérera automatiquement sa configuration, éventuellement ses mises à jour s'il y a besoin, redémarrera et du coup sera opérationnel. Ce qui est très important là-dedans, c'est que quand vous récupérez du produit, vous achetez du produit Meraki,
vous récupérez une licence et quand vous l'intégrez directement dans votre dashboard, techniquement, vous pouvez déjà configurer les produits. C'est-à-dire que voilà, vous pourrez configurer vos produits avant même que les équipements partent physiquement du stock de Meraki. En termes de rapidité de déploiement, etc., vous gagnerez énormément de temps également. En termes de positionnement, j'ai souvent la question de l'avenir du Cisco on-premise, du Cisco historique, versus la partie Meraki, et inversement. Aujourd'hui, ce sont deux choses qui sont complètement différentes dans la philosophie. Meraki fonctionnera très bien sur des environnements multi-sites, là où il n'y a pas forcément d'équipe IT pour pouvoir gérer beaucoup de choses, des magasins par exemple, alors que sur du Cisco traditionnel, on va avoir des équipements qui seront riches en fonctionnalités et qui seront peut-être sûrement un peu plus complexes à déployer, où il faudra forcément une équipe IT un petit peu plus conséquente. Après, il n'y a pas forcément une technologie qui prendra le pas sur l'autre, étant donné qu'on a un positionnement qui va être complètement différent à ce niveau-là. Typiquement, il y a des clients aujourd'hui qui se refusent à avoir du cloud. Il est quasiment impossible de pouvoir positionner du Meraki sur ce genre de personnes. Idem, on va avoir des produits qui seront très spécifiques dans la gamme on-premise, notamment des gammes data center, etc., qui n'existent absolument pas chez Meraki aujourd'hui. Aujourd'hui, ce sont deux trains de positionnement différents qui vont se compléter. On va pouvoir avoir par exemple un data center full on-premise chez Cisco et par exemple du multisite en full Meraki. On va pouvoir compléter les lacunes de l'un, si je puis dire, avec les atouts de l'autre. En termes de licensing, c'est relativement simple. Aujourd'hui, vous achetez du matériel, donc vous achetez un hardware Meraki, une borne, un switch, peu importe. Vous allez être obligé d'associer une licence Meraki. Cette licence, vous pouvez l'acheter en 1 an, 3 ans, 5 ans, 7 ans ou 10 ans. Cette licence, qu'est-ce qu'elle va vous apporter? Elle va vous apporter l'accès au dashboard Meraki, elle va vous apporter l'accès au support Meraki, l'accès au firmware et l'accès à la garantie générale du produit. C'est-à-dire que pendant la durée de la licence, vous avez accès à tout ça. Qu'est-ce qui se passe à la fin de cette licence-là? Du coup, vous devez renouveler la licence. Si vous ne renouvelez pas la licence, l'équipement tout simplement s'arrêter de fonctionner. Il y a un petit point qu'il faut avoir en tête, c'est que la Meraki, historiquement, a fait un système de gestion de licence qui est ce qu'on appelle un code terminaison, une licence coterminaison. L'idée de ça, c'est que quand on a plusieurs équipements dans le réseau, si on les achète à des moments différents, avec des types de licences différents, on pourrait avoir des moments de renouvellement qui sont forcément glissants dans le temps. Meraki, pour gérer et simplifier le management de ces licences-là, a décidé de faire ce qu'on appelle de la coterminaison et d'avoir un algorithme qui est public qui va déterminer une seule et même date de renouvellement pour l'intégralité des licences de l'organisation. Ce système-là fonctionne très très bien. Par contre, du coup, il peut avoir certaines lacunes, des modes de déploiement spécifiques liés à l'organisation des clients finaux. Typiquement pour des mairies, ce genre de choses-là, quand on fait un appel d'offres sur 3 ans et qu'on va rajouter du matériel au fur et à mesure de l'année, c'est compliqué de dire aux mairies que la date de renouvellement va glisser à ce niveau-là. Meraki a réfléchi à un nouveau système de management de ces licences-là, et du coup, on devrait avoir un nouveau système un système complémentaire de gestion des licences d'ici la fin de l'année. Il y aura des grosses annonces chez Meraki qui vont être faites incessamment sous peu, mais d'ici la fin de l'année, on pourra avoir des nouveaux systèmes de licensing à ce niveau-là. En termes de portfolio,
Commençons déjà par la partie Meraki Helix. Donc, je le rappelle, ce sont les firewalls de la gamme. On va pouvoir faire à peu près tout ce que va pouvoir faire un firewall traditionnel. Donc, on va savoir gérer des VLAN, on va savoir gérer un firewall. On va pouvoir avoir des fonctionnalités d'intrusion prévention, donc ce qu'on va communément appeler un IPS. On va faire du content filtering, on va pouvoir avoir la catégorisation de trafic web, etc. On va avoir la possibilité d'avoir AMP, donc Advanced Malware Protection, qui est un software intégré directement qui va permettre de pouvoir vulgairement faire de l'antivirus sur le réseau. L'application Visibility and Control, donc là, tout ce qui va traverser le firewall va pouvoir être catégorisé. On va pas simplement savoir que euh, l'utilisateur X va faire du trafic web, mais on va savoir que ça va être du Facebook, que ça va être du Twitter, etc. On va avoir la possibilité de faire de la haute disponibilité, donc avoir un actif et un passif, par exemple, en termes de matériel. Une fonction très intéressante qui va être la partie auto-VPN, qui va permettre de simplifier énormément le déploiement du VPN. Évidemment, on va avoir la gestion centralisée des équipements directement grâce à la technologie du management dans le cloud. En termes de licensing sur la gamme NX, un petit peu le cas spécifique, c'est le seul, aujourd'hui c'est le seul produit qui permet d'avoir deux licences différentes. La première licence qui va être la licence Enterprise, qui va permettre de faire un certain nombre de choses, du firewall, du VPN, du SD-WAN, de la haute disponibilité, l'application de contrôle, du traffic shaping et avoir la notion de client VPN. Donc si votre client, ces fonctionnalités-là sont suffisantes, vous pouvez prendre la partie Hunter. Si votre client a besoin de faire du content filtering, de l'AMP, donc antivirus, IPS, IDS, avoir des notions de géobase firewall, là, du coup, il faudra partir sur la licence Advance. Il est à noter que au sein d'une même organisation, si votre client a du multisite, et donc potentiellement plusieurs appliances MX, il est important de savoir que les équipements MX doivent avoir le même niveau de licence. Ça va être une contrainte à ce niveau-là, mais il faut en être conscient. Donc, ça veut dire que soit vous partez sur Enterprise et là, tous les équipements MX seront en Enterprise, soit vous partez sur de l'Advance et forcément tous les équipements seront forcément en Advance. Petite mention spéciale du SD-WAN. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est, on en parle de plus en plus. Là, on va être dans un contexte multisite avec des notions de plusieurs liens Internet. L'idée derrière ça, c'est de s'affranchir un petit peu de la complexité de la gestion du WAN avec du MPLS, ce genre de choses-là, et de pouvoir créer son propre réseau privé assez simplement déjà et de façon optimisée. C'est-à-dire que quand on a des applications qui seront critiques à faire passer sur le réseau, traditionnellement, ce qu'on fait, c'est qu'on va définir un lien de sortie sur un lien, par exemple, prioritaire, qui va être une SDSL, ce genre de choses-là. La problématique, c'est quand la SDSL est coupée, on va devoir basculer sur le lien secondaire. Après, ça marche bien quand on a une coupure franche et nette de la ligne SDSL. Après, il se peut, pour X ou Y raison, que cette ligne SDSL ne soit pas coupée, mais subisse des perturbations, pour tout un tas de raisons possibles. L'idée du SD-WAN, c'est qu'on va pouvoir calculer la vitesse des liens, la qualité des liens en temps réel, et pouvoir prendre des décisions de routage applicative en fonction de ces métriques-là. L'idée derrière ça, c'est qu'on évite d'avoir des baisses de qualité au niveau des applications quand on doit les faire passer, les faire transiter sur le WAN. Maintenant, passons à la partie switching. Donc, pareil, sur la partie switching, on a plusieurs
de switch. On va avoir des switches classiques layer 2, et après on va avoir des switches qui vont être un petit peu plus élevés en layer 3. On va avoir des types de connecteurs différents, du giga, alors on a minimum du giga. Après on va avoir la possibilité d'avoir des équipements qui vont être 10 gigas, notamment grâce à la fonctionnalité multi-gigabit, j'y reviendrai juste après. On va avoir la possibilité d'avoir des switches qui vont être SFP, SFP+, pour avoir de la densité de fibres. Euh, sur la notion de multi-gigabit, là, l'idée, c'est d'avoir un port réseau qui va être adaptatif en 1 giga, 2,5 giga, 5 giga ou 10 giga. L'idée derrière ça, c'est d'avoir, en fait, ça a été créé pour les bornes Wi-Fi historiquement. Vous savez que les bornes Wi-Fi maintenant ont des gros débits à l'accès, avec le AC, le AX qui arrive demain. On va pouvoir monter à des débits qui vont être typiquement à 10 gigabits. La problématique de ça, c'est que forcément qu'on a un accès cuivre derrière qui est en mesure d'accepter du 10 gigabits. Pour cela, on a plusieurs solutions. Soit, du coup, on met plusieurs liens à 1 giga, ça va être très compliqué quand on doit câbler ça. Soit, du coup, on met un 10 giga, un RJ45 10 giga directement. La problématique du 10 giga, c'est qu'il faut que la technologie du cuivre derrière soit en mesure d'accepter du 10 giga. Quand on a des installations qui datent un petit peu sur le réseau, on va avoir des catégories de câbles qui ne seront pas forcément en mesure d'accepter du 10 giga. Là, l'idée du multi-gigabit, en fait, c'est de pouvoir avoir un réseau cuivre qui va s'adapter en fonction de ses possibilités à la meilleure vitesse qu'il soit capable d'encaisser. Par exemple, je dis une bêtise, on a un câble de 100 mètres en catégorie 6E, on va pouvoir faire du 10 giga dessus. Si on a un câble de 15-20 mètres en catégorie 5, là du coup on va pouvoir faire également du 10 giga, même si à la base la norme n'est pas capable de supporter officiellement du 10 giga. L'idée du multi-gigabit, c'est vraiment ça, d'avoir quelque chose d'adaptatif qui va permettre d'avoir des gros débits dessus sans forcément devoir changer la technologie du câble à ce niveau-là. Voilà, je referme la petite parenthèse du multi-gigabit. La notion de stack, on va avoir du stack physique, classique sur les équipements, sur certaines gammes, mais on va pouvoir aussi avoir la notion de stack virtuel. L'idée du stack virtuel, c'est d'avoir un seul management unifié. C'est typiquement la notion du cloud. On n'a qu'une seule interface pour pouvoir gérer l'intégralité de ces switches. Techniquement, l'intégralité des switches sont stackés virtuellement. Layer 7 Visibility, c'est comme sur les MX, c'est l'idée de pouvoir savoir que le trafic qui va traverser le switch, ça va être du Facebook, ça va être du Twitter, ça va être l'application métier X ou Y. 3 Scalability, donc là du coup c'est vraiment l'idée d'avoir des switches qui peuvent faire du routage sur certaines gammes évidemment. Des choses un petit peu plus traditionnelles, on va pouvoir faire de la QoS voix et vidéo. On va pouvoir avoir une topologie également réseau. Là, c'est assez intéressant, c'est que automatiquement, le cloud Meraki va permettre de voir visuellement comment sont interconnectés les équipements les uns par rapport aux autres. On a tout un tas de petits remote live tools. Là, typiquement, ça va être pouvoir activer, fermer un port à distance, redémarrer le switch, etc. Et la notion d'Enterprise Security, c'est des fonctionnalités traditionnelles de sécurité, notamment du 802.1x pour des environnements un petit peu spécifiques, en besoin de sécurité à ce niveau-là. Ça, c'est des équipements, enfin des fonctionnalités qui sont nativement intégrées chez Meraki. Sur les gammes Wi-Fi, donc les MR, on a deux grandes gammes sur la partie Meraki au niveau des points d'accès Wi-Fi. On a les indoor et les outdoor. Pareil, en termes de fonctionnement, on a du management centralisé, donc ça c'est le fonctionnement traditionnel de toutes les gammes Meraki. Le multi-gigabit pour pouvoir répondre aux besoins. La notion de localisation et analytique, c'est pour voir le nombre de personnes qui vont être connectées sur la borne,
le nombre de personnes qui va être autour de la borne, et pouvoir faire des statistiques à ce niveau-là. Donc, voir l'évolutivité des connexions réseau dans le temps, etc. Encore une fois, application Visibility and Control, on va pouvoir avoir de la visibilité directement au niveau de la borne. Toutes les bornes aujourd'hui sont natives en 802.11ac. On a des nouvelles bornes qui viennent d'arriver qui vont être en AX, enfin, qui sont déjà en AX. On va avoir de l'optimisation au niveau de la radio, des fonctions, par exemple, notamment la partie juste à côté, Dedicated Security Radio, c'est qu'on va avoir des radios qui vont être là pour pouvoir scanner l'environnement réseau à côté, pouvoir déterminer que on va devoir changer de channel parce que du coup l'environnement Wi-Fi est un petit peu sensible. Euh, on va avoir aussi des radios qui vont être dédiées pour faire du Bluetooth, ce genre de choses-là. Au niveau des bornes directement, on va pouvoir faire directement du filtrage firewall. Donc là, l'idée, c'est typiquement, par exemple, on interdit du Facebook ou du YouTube, peu importe. On va le couper directement au niveau de l'AP. On va pas aller encombrer le réseau pour arriver jusqu'au firewall et le couper seulement au niveau du firewall. On va directement couper le genre de comportement directement à la source. La partie System Manager, donc là du coup comme je l'ai expliqué en début, ça va être du soft qui va s'installer directement sur les terminaux. Voilà. C'est compatible, c'est multiplateforme, donc Windows, Mac, et multi-support. On va avoir des tablettes, on va avoir des téléphones. L'idée derrière ça, c'est de récupérer de la visibilité au niveau des endpoints pour pouvoir dire, par exemple, mon équipement, il est localisé ici, il a tant d'espace sur son disque, par exemple, voilà, ce genre de choses-là. Management centralisé, network setting deployment. Donc là, l'idée derrière ça, c'est de pouvoir pousser des politiques directement au niveau du endpoint. Typiquement, on doit faire en sorte que les équipements puissent se connecter sur un VPN X ou Y. Quand on a 3 postes à configurer, c'est relativement simple. Quand on a 50, 60 postes à configurer, ça peut devenir fastidieux. Du coup, typiquement, c'est l'idée derrière ça, c'est qu'on va pouvoir pousser des profils, notamment des profils VPN, des profils Wi-Fi, directement au niveau des équipements. On va pouvoir faire de la géolocalisation d'équipements. Donc, quand on est en Wi-Fi sur un environnement Meraki, on sait nativement le faire via la partie Wi-Fi. Par contre, quand l'équipement n'est pas forcément dans le réseau, du coup, on ne sait plus récupérer d'informations. Là, du coup, grâce à ça, on va pouvoir utiliser les puces GPS, éventuellement, des équipements, pour pouvoir les géolocaliser à ce niveau-là. Grâce à ça, on va pouvoir également aussi faire ce qu'on appelle du geofacing et appliquer des politiques de sécurité qui vont être différentes en fonction de sa localisation. Typiquement, c'est le genre de choses qui marche assez bien dans des environnements type école. On va dire par exemple, les tablettes, elles fonctionnent normalement dans l'environnement d'école, et quand elles sortent de l'école, du coup, on va les considérer comme perdues ou volées. Et à ce moment-là, on lance une procédure pour que l'équipement soit reseté directement. Partie app deployment, donc là du coup l'idée c'est de pouvoir pousser des applications métiers par exemple directement sur l'équipement. Il y a un store, il y a ce genre de choses-là. On va pouvoir prendre de la main à distance avec le remote troubleshooting, prendre la main sur le desktop, faire des actions de maintien en condition sur les équipements directement. Device data et rétention, bon là du coup c'est couplé par exemple avec la notion de geofacing que j'ai expliqué tout à l'heure. On va pouvoir resetter un équipement, eraser un équipement à distance, mais du coup avoir aussi des statuts, savoir que l'équipement il lui reste 1 giga de place sur mon disque. On va pouvoir pousser de la data également à travers ce genre de choses-là. Rapid provisioning, donc là l'idée c'est de pouvoir forcer les équipes, de pouvoir installer telle ou telle application.
Et le network intégration, du coup, là, c'est par exemple dire que tel équipement va être autorisé à se connecter à tel réseau. S'il n'est pas provisionné avec le système manager, il n'aura jamais accès au réseau Wi-Fi, par exemple. Voilà. Ça permet d'avoir des politiques de bring your own device. Ok, monsieur le client, vos utilisateurs ont le droit d'amener ces tablettes sur le réseau d'entreprise. Par contre, pour des questions de sécurité, vous devez forcer les utilisateurs à devoir installer ce MDM parce que du coup, ils peuvent récupérer de la donnée sensible sur leurs équipements. Et pour pouvoir les autoriser à se connecter sur le réseau corporate, du coup, vous les forcez à mettre ce MDM en place. À ce moment-là, si pour X ou Y raison, l'employé part, la tablette est perdue, etc., on peut forcer la tablette à supprimer les données qui sont dessus. Voilà. La partie Meraki Vision, donc là, du coup, ce sont des caméras de vidéosurveillance. Alors, elles sont pas positionnées vraiment comme de la caméra de vidéosurveillance au même titre que de l'Axis ou ce genre de choses-là qui sont très spécialisées dans cet écosystème-là, mais plus pour des caméras qui permettent de voir ce qui se passe à un instant T, mais surtout, on va pouvoir faire de la statistique avec ça. On va pouvoir voir une file d'attente, par exemple dans un magasin, on va pouvoir compter le nombre de personnes qui va être dans cette file d'attente-là, et par exemple, déclencher des événements, dire que voilà, on a plus de 3 personnes sur la file d'attente, bah, du coup, il serait bien d'ouvrir une nouvelle caisse pour pouvoir libérer l'engorgement aux caisses. Voilà, on va pouvoir faire ce genre de scénario avec ce type de caméra-là. Encore une fois, elles sont managées dans le cloud, évidemment. Toutes les données vidéo sont stockées sur la caméra et uniquement sur la caméra. Il n'y a pas de centralisation des datas sur un enregistreur ou même dans le cloud. On va pouvoir optimiser la rétention de la vidéo. La partie analytique, donc c'est ce que j'expliquais, c'est qu'on va pouvoir faire du machine learning, on va pouvoir compter des personnes, etc. On va avoir la notion de motion search, c'est-à-dire que par exemple, j'ai quelque chose qui était à un endroit, à un moment donné, il a été déplacé ou volé. Je vais pouvoir sélectionner cet équipement sur la vidéo quand il était présent et voir à quel moment cet équipement a disparu. Au lieu de se taper 30 jours de vidéo pour pouvoir voir à quel moment ça a été fait, là du coup l'idée c'est de pouvoir le faire de façon intelligente et beaucoup plus rapide. On va pouvoir avoir des accès granulaires aux caméras, donc on n'est pas forcément obligé d'être administrateur de la solution Meraki pour pouvoir avoir accès aux caméras. On va pouvoir créer des comptes de délégation pour pouvoir fournir un accès vidéo à ce niveau-là. Le gros point également, donc, c'est toujours update. Là, l'idée différenciatrice, c'est par rapport aux concurrents historiques, il faut que, évidemment, le prestataire aille mettre à jour toutes ses caméras. Là, l'idée avec Meraki, c'est pas forcément vrai que sur la partie caméra, c'est vrai sur l'intégralité des solutions Meraki. Tous les produits Meraki seront toujours à jour. Et le dernier produit, qui est la solution Meraki Insight. L'idée de Meraki Insight, c'est de pouvoir fournir de la visibilité de bout en bout. Savoir que souvent on va avoir des problématiques clients. Quand le client essaye de récupérer ses mails, ça ne fonctionne pas. La problématique peut être diverse. Ça peut être le terminal qui est mal configuré, ça peut être le terminal qui n'accède pas correctement, ça peut être la borne Wi-Fi qui a un problème, la connexion de la borne à son switch, ça peut être le switch, ça peut être le routeur, ça peut être l'accès Internet, ou ça peut être tout simplement Office 365 qui a un problème. Là, l'idée de Meraki Insight, c'est de pouvoir prendre des statistiques utilisateurs, de consolider tout ça et de savoir où se situe le problème. Là, par exemple, dans l'exemple qu'on va avoir, on voit qu'il y a
une problématique au niveau du terminal, du end user. Donc ça peut être le terminal qui est mal configuré, n'est pas connecté correctement, convenablement à la borne, par exemple. Et on voit également qu'on a une problématique d'accès à Internet. Ça peut être un WAN qui peut être bagotant, ça peut être des lenteurs sur le réseau, etc. Donc l'idée, c'est de pouvoir concentrer les recherches au niveau d'une problématique et de les identifier beaucoup plus rapidement. Vous avez des licences qu'on va positionner directement au niveau des MX, donc il faut impérativement avoir des MX dans son réseau pour pouvoir positionner du Meraki Insight. Je vais essayer de vous faire une petite présentation du dashboard de façon très très rapide. Là, par exemple, nous sommes sur un dashboard de démonstration Meraki. Donc là, on est sur une organisation qui va être multi-site. On va avoir des sites à Londres, si je dis pas de bêtises, etc., San Francisco. Là, de façon très rapide, on va pouvoir voir si on a des problèmes ou pas sur le réseau. Donc là, alors les couleurs sont pas de cette couleur-là habituellement. L'interface de démo a dû être un petit peu modifiée entre-temps, mais on est plus sur du vert et sur du rouge, quand les choses se passent mal. Mais visuellement, en tout cas, on va avoir des couleurs qui vont changer si tout se passe bien ou s'il y a des choses qui sont un petit peu négatives sur le réseau. Par exemple, là, on peut déterminer qu'il n'y a aucun incident sur le réseau. Si j'avais eu un incident sur le réseau, alors qu'il soit plus ou moins grave, on aurait eu des couleurs, par exemple de l'orange, si on a un équipement qui perd la connexion de temps en temps, ou du rouge si on a un équipement, par exemple, qui s'est déconnecté complètement du réseau. Ça permet d'identifier une problématique éventuelle sur le réseau assez rapidement. Par exemple, prenons un cas d'un utilisateur. Votre client vous appelle en disant je ne comprends pas, j'ai des lenteurs sur le réseau. Les lenteurs sur le réseau, ça peut être vraiment très variable comme comportement. Souvent, c'est dû à un comportement utilisateur qui, typiquement, fait du Facebook, ou plutôt du YouTube, à un moment donné, et du coup, bouffe toute la bande passante. Pour pouvoir identifier ça sur un réseau traditionnel, en général, il faut avoir des interfaces de management qui vont agréger toutes les données des équipements, analyser tout ça. Si on n'a pas tout ça, il va falloir poser des sondes dans le réseau, euh, pouvoir investiguer, etc. Des choses qui vont être au minimum de l'ordre de la demi-journée, voire de plusieurs jours, si jamais on doit poser des sondes, etc. Sans forcément être sûr et certain qu'on va pouvoir trouver la cause du problème, étant donné que, par exemple, si c'est un utilisateur qui pompe toute la bande passante parce qu'il a fait du YouTube à un instant T, c'est quelque chose qui n'est pas forcément vrai tout le temps. Là, avec Meraki, par exemple, on va pouvoir aller dans la partie réseau, on va pouvoir voir les clients, et là, automatiquement, on va pouvoir avoir un graphe réseau sur les dernières heures, par exemple, ou même sur les 30 derniers jours. On va voir comment va se comporter le réseau sur X temps. On va voir toutes les personnes qui vont être connectées ou qui ont été connectées au réseau. On va voir les grandes applications. On va pouvoir, par exemple, filtrer. On va voir que là, typiquement, si on groupe par bande passante, on va voir que on a du web sécurité, du web sécurisé, pardon, on prend du HTTPS, des applications qui ne sont pas forcément reconnues sont en top utilisation. Juste derrière, on va avoir du YouTube. Si par exemple je vais aller cliquer sur le YouTube, potentiellement c'est mon réseau, enfin ma problématique sur le réseau, je vais voir l'évolution de YouTube sur une période donnée. Mais ce qui est intéressant, c'est que je vais pouvoir aller voir aussi assez rapidement l'ensemble des utilisateurs qui vont faire du YouTube sur le réseau. Si je les classe encore une fois par
pourcentage d'utilisation, je vais pouvoir déterminer que cette personne-là, du coup, consomme beaucoup de YouTube. Alors, ça peut être un justifié ou injustifié, peu importe, mais en tout cas, on va pouvoir identifier très rapidement une personne ou éventuellement une machine qui va consommer de la ressource à un instant T. Quand je vais me connecter sur l'utilisateur, je vais pouvoir voir qu'il est connecté, par exemple, à ce ID-là, qui va être géolocalisé à un endroit éventuellement, optionnellement qu'il a une bonne qualité de Wi-Fi à ce niveau-là. Je vais voir son comportement sur le réseau. Je vais pouvoir voir, encore une fois, toutes les applications que cette personne-là utilise sur le réseau, etc. Et éventuellement, je vais pouvoir tout simplement mettre une policy. Par exemple, je vais interdire YouTube ou je vais mettre une QS spécifique à YouTube et je vais pouvoir l'appliquer directement au niveau de l'utilisateur. Pas forcément le faire au niveau d'un réseau global, mais uniquement au niveau d'un utilisateur. Faire ça sur un réseau traditionnel, il faudrait le faire sur une adresse IP, il faudrait le faire sur une autre chose là. La problématique, c'est que une adresse IP, elle est éventuellement vraie à un instant T. Si demain, ce même utilisateur-là se reconnecte, il y a peu de chances qu'il puisse avoir exactement la même adresse IP. Ou s'il se connecte en filaire et s'il se connecte en Wi-Fi, il y aura forcément deux IP différentes. Pardon. Là, l'idée de ça, c'est qu'on va identifier un utilisateur, une machine, et que cet utilisateur-là, qui soit connecté en filaire ou qui soit connecté en Wi-Fi, il aura, encore une fois, la même politique. Voilà. Et là, combien de temps il m'a fallu pour pouvoir identifier que cet utilisateur-là, c'était le plus gros consommateur de YouTube? Et ben là, du coup, on a dû passer, grosso modo, 2 minutes. Je vous ai épargné le temps de connexion à la plateforme, mais voilà, c'est quand même quelque chose de relativement rapide. Je vous mets au défi de le faire chez vos clients de façon aussi rapide, et du coup, on en reparle juste après.